La porte s'ouvrit derrière elle. Cattleya Moran l'entendit, mais ne se retourna pas. Après 3 ans dans la même maison, elle n'avait plus besoin de voir ses demi-sœurs pour savoir qu'elles étaient là. Reese sentait toujours l'eau de rose. Dorothy préférait la lavande. Les 2 parfums flottaient maintenant dans le boudoir. Cattleya continuait d'attacher la manche de sa robe ivoire. La sélection de l'épouse de Westminster commencerait dans moins d'1 heure. Si ses demi-sœurs voulaient quelque chose, elle finirait par le dire. Elle le faisait toujours. Ce qui l'inquiétait, c'est qu'aucune d'elles ne parlait. Puis vint le léger frottement de gants en cuir. Avant qu'elle ne puisse se retourner, elle entendit du métal toucher du bois. C'était un petit pot en laiton, du genre utilisé pour chauffer l'huile cosmétique. Reese le tendit prudemment à Dorothy. Aucune ne se pressait. Aucune ne souriait. La cruauté était souvent plus effrayante lorsqu'elle était calme. Cattleya se retourna enfin. Trop tard. Dorothy balança son bras. L'huile chaude capta la lumière du matin pendant une seconde impossible. Dorée, presque belle. Puis elle lui frappa l'épaule. Un cri s'échappa de sa gorge. Le pot en laiton s'écrasa sur le sol. L'odeur de tissu brûlé emplit la pièce. En face d'elle, Dorothy sourit. Peut-être que le duc de Westminster passera sa soirée à regarder quelqu'un d'autre. Les sœurs partirent. Cattleya resta seule, sa robe ruinée, son épaule la brûlant, le pot en laiton roulant encore sur le sol. Aucune des 2 sœurs ne réalisait qu'avant minuit, le duc de Westminster se tiendrait entre elles et la femme qu'elle venait d'essayer de détruire. Avant de continuer, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner. J'essaie d'atteindre mes 10 000 premiers abonnés. Et maintenant, retournons à notre histoire. Le manoir Hargrove s'étendait sur 40 acres de terrain entretenus dans le Hampshire, en Angleterre. Il se situait à environ 65 miles au sud-ouest de Londres. Ce n'était pas le domaine principal du duc. Il en avait 3. Le manoir Hargrove était simplement l'endroit le plus pratique pour une sélection d'épouses de cette envergure. Il était assez central pour les familles venant du Yorkshire, du Kent et du Devonshire. Et il était assez grandiose pour accueillir 47 familles invitées, avec leurs serviteurs, leurs bagages et leurs ambitions à peine dissimulées. Le duc de Westminster, Caden Conrad, avait 34 ans. Il mesurait 6 pieds et 2 pouces dans ses bottes, cheveux sombres, yeux sombres, des épaules qui posaient problème à son tailleur chaque printemps, surtout quand il revenait de ses domaines en Écosse où il passait apparemment ses hivers à faire quelque chose de bien plus exigeant physiquement que n'importe qui dans la société londonienne. Son intendant, un homme méticuleux nommé Leighton Jarvis, était au service de la famille Conrad depuis 11 ans. Il n'était pas facilement surpris. Il fut donc légèrement alarmé lorsque Caden arriva dans le hall d'entrée est du manoir à 9 heures du matin et dit immédiatement « Leighton, j'ai une question. » « Bien sûr, votre grâce. » « Combien de temps dure cet événement? » Leighton cligna des yeux. « La sélection de l'épouse dure 4 jours, votre grâce. Nous en avons discuté en mars, et de nouveau en avril. C'est juste. » Caden ajusta ses manchettes. « 4 jours. Oui, votre grâce. Et combien de candidates? » « 43 jeunes dames éligibles sont présentes, votre grâce. » Caden resta silencieux un instant. « Leighton, votre grâce. 43. Oui, votre grâce. Pendant 4 jours. C'est exact, votre grâce. » Caden le regarda. Leighton le regarda en retour. Aucun des 2 ne parla. Puis Caden se dirigea vers la bibliothèque. C'était un endroit calme, où aucune mère ne pouvait l'y suivre sans être techniquement coupable d'intrusion. La matinée se déroula dans le chaos organisé typique des grands événements de domaine. Les mères élaboraient des stratégies dans les salons. Les filles répétaient des traits d'esprit soigneusement préparés dans leurs chambres. Les veuves entremetteuses circulaient dans les couloirs, comparant leurs notes avec la vitesse et la précision du télégraphe. Reese et Dorothy Moran se déplaçaient au milieu de tout cela avec une confiance bien rodée. Elles portaient des robes roses assorties qui avaient coûté à leur père, un marchand au succès modéré, nommé Philip Moran, plus que ce que son cocher gagnait en 3 mois. Elles souriaient aux bonnes personnes, elles riaient au bon moment. À tout point de vue, elles étaient exactement le genre de femmes qu'un duc aristocratique était censé vouloir. Leur demi-sœur n'était pas dans la salle de bal. Leur demi-sœur était assise sur la dernière marche de l'escalier de service, à l'arrière de l'aile est du manoir. Elle avait un chiffon humide pressé contre son épaule brûlée, et sa robe ivoire ruinée était pliée sur ses genoux.
Elle essayait de décider si pleurer en valait l'énergie. Elle décida que non. Catalia Moran avait 22 ans. Elle avait les cheveux sombres, des yeux gris de la couleur d'un matin nuageux et des pommettes que 3 artistes londoniens avaient déjà demandé à dessiner. C'était un fait qu'elle n'avait jamais mentionné à personne, car elle n'avait aucun endroit sûr où placer sa fierté dans cette maison. Elle était la fille de la première femme de Philip Moran, Margaret Moran, née Catalia Margaret Reed, qui était morte de fièvre quand Catalia avait 6 ans. Son père s'était remarié dans l'année. La nouvelle Madame Moran était arrivée, avec Reese et Dorothy. Elle avait une forte préférence pour ne pas être dérangée par une petite fille calme qui ressemblait trop à l'épouse précédente. À l'âge de 10 ans, Catalia raccommodait leurs bas. À 14 ans, elle gérait les comptes de la maison. À 18 ans, elle avait discrètement découvert que l'héritage de sa mère, une fiducie modeste mais significative de 2000 livres, mise de côté spécifiquement pour elle à sa majorité, avait été détournée vers le compte personnel de sa belle-mère 3 ans plus tôt. Elle n'avait rien dit, car il n'y avait personne à qui le dire. Dans l'après-midi du premier jour, Leighton Jarvis avait appris 3 choses. Premièrement, le nom de la jeune femme blessée était Catalia Moran. Deuxièmement, elle était la demi-sœur de 2 invités participant à la sélection, une certaine mademoiselle Reese Moran et une certaine mademoiselle Dorothy Moran. Troisièmement, et c'était peut-être le plus pertinent, mademoiselle Catalia Moran était arrivée au manoir Hargrove non pas comme candidate, mais comme accompagnatrice non officielle de ses demi-sœurs, un fait qui n'apparaissait sur aucune liste d'invités officiels. Leighton reporta ces 3 faits au duc. Caden se tenait à la fenêtre de son bureau privé quand Leighton eut terminé. Il resta un instant à la fenêtre. « Elle n'est pas une candidate, dit-il. Non, votre grâce. Elle a été amenée ici pour les servir. Il semblerait que oui, votre grâce. » Un autre silence. « Ajoutez-la à la liste des candidates, dit Caden. Le stylo de Leighton s'arrêta. « Votre grâce. La liste des candidates, Leighton. Pour la sélection. C'est que, votre grâce, la liste a été finalisée en avril. Alors elle est mise à jour en juin. » Leighton le nota. Il garda une expression totalement neutre. C'était, selon son décompte personnel, la 14e fois en 11 ans qu'on lui demandait de noter une instruction qu'il trouvait personnellement remarquable, tout en gardant l'expression d'un homme qui ne trouvait rien de remarquable à quoi que ce soit. Il était très bon dans son travail. Le premier événement formel de la sélection était une promenade dans le jardin l'après-midi. 43 femmes et leurs chaperons parcouraient des sentiers soigneusement aménagés dans les jardins de Hargrove. Pendant ce temps, le duc et ses 2 conseillers principaux observaient depuis la terrasse du jardin. Les conseillers prenaient des notes. Caden buvait du thé. Il observait les candidates. Elles formaient un groupe vraiment remarquable. De belles femmes, des femmes bien habillées, des femmes qui avaient clairement passé un temps considérable à étudier quoi dire dans les 30 premières secondes de toute conversation avec le duc. Il se surprit à regarder un autre sentier. Catalia Moran, désormais officiellement candidate, s'était changée pour une robe en laine bleu pâle qu'elle avait apparemment envisagée sur l'escalier de service. Objectivement, c'était la robe la moins impressionnante du jardin. Elle ne suivait pas les sentiers aménagés. Elle se tenait près du mur du potager, parlant doucement avec l'une des plus jeunes domestiques, qui était clairement contrariée par quelque chose. Sous les yeux de Caden, Catalia prit la main de la domestique, dit quelque chose qui fit soupirer la jeune fille, puis passa 3 minutes à l'aider à retrouver une broche tombée dans l'herbe avant de la raccompagner doucement vers l'entrée des serviteurs. Puis elle remarqua les sentiers aménagés. Puis elle remarqua les autres candidates. Puis elle remarqua, plusieurs secondes trop tard, qu'elle était maintenant la seule candidate à ne pas marcher dans la bonne direction. Son expression, à une distance de 40 pieds, était celle d'une personne qui réalise avoir commis une erreur sociale, mais sans être certaine de laquelle. Caden posa sa tasse de thé. Il descendit de la terrasse. Son conseiller principal, un homme prudent nommé Jason Holt, le regarda partir et ne dit absolument rien, car il était en service depuis assez longtemps, pour reconnaître que certaines instructions ne pouvaient pas arrêter ce qui était déjà en mouvement. « Mademoiselle Moran, » dit Caden. Catalia se retourna. Elle était surprise. Elle le cacha rapidement, mais pas assez vite. « Votre grâce, vous semblez avoir pris un chemin différent des autres. »« Ah oui, je m'excuse. Je n'y prêtais pas attention. Je faisais une observation, » dit-il. « Pas une plainte. Marchez avec moi, si vous le voulez bien. » Elle se mit à son pas.
Ils marchèrent en silence pendant environ 10 secondes. Puis Caden dit « Comment va votre épaule ?»« Mieux, merci. Le docteur Fletcher a été très gentil. Il l'est. Encore quelques secondes de marche. Vous ne lui avez pas dit non plus comment c'est arrivé. Il n'a pas demandé. » Il a absolument demandé. Cattleya garda les yeux fixés sur le chemin. « C'était un accident, dit-elle. Mademoiselle Moran, votre grâce. » Ils s'arrêtèrent tous les deux. Il la regarda directement. Elle soutint son regard. La plupart des gens, d'expérience, ne pouvaient pas soutenir son regard plus d'un instant. Elle le soutint, pas avec défi, mais avec patience, comme quelqu'un qui avait été regardé avec dédain pendant si longtemps que le fait d'être regardé sérieusement était simplement devenu une chose à endurer. « Vous protégez quelqu'un qui vous a brûlé, » dit-il. « Je ne protège personne. Je choisis simplement de ne pas faire de scène lors de votre événement, votre grâce. » « Mon événement? Oui. » Il resta silencieux. « C'est soit très gracieux, soit très stupide, » dit-il. « Probablement les deux, » admit-elle. Un coin de sa bouche bougea. Ce n'était pas tout à fait un sourire. C'était quelque chose qui arrivait à son visage avant qu'il ne puisse l'empêcher. Ils parcoururent le chemin 2 fois. Ils discutèrent des jardins, de l'histoire du domaine de Hartgrove et de la question de savoir si le nouveau système de drainage agricole, testé dans le Hampshire, serait économiquement viable pour les petites fermes en location. Elle avait une opinion sur le système de drainage. Elle était bien informée et légèrement plus détaillée qu'il ne s'y attendait. Quand ils retournèrent à la terrasse, Jason Holt écrivait quelque chose dans son carnet, avec l'écriture soignée d'un homme qui n'écrivait absolument pas ce qu'il pensait. Les domestiques, qui avaient observé toute la promenade depuis le mur du potager, étaient parvenus à un consensus avant le dîner. Rhys Moran entendit ce consensus de sa femme de chambre ce soir-là. Sa femme de chambre l'avait entendu de la cuisine. Rhys resta assise très immobile à sa coiffeuse pendant un long moment. Puis elle alla dans la chambre de Dorothy. Elles parlèrent pendant 1 heure derrière une porte verrouillée. Toutes deux convinrent que c'était un problème. Toutes deux convinrent qu'il fallait y remédier avant que cela ne devienne pire. Aucune des deux n'était d'accord sur ce qu'il fallait faire, ce qui était un problème, car elles auraient dû écouter plus attentivement. Cattleya Moran avait survécu 3 ans dans leur maison en apprenant à entendre les conversations à travers les portes fermées. Le 2e jour de la sélection de l'épouse de Westminster comprenait 3 activités organisées. Une réunion matinale sur la gestion du domaine, un examen de projet caritatif l'après-midi et une soirée mondaine dans le grand salon. La réunion matinale était une idée personnelle de Caden. Ses conseillers officiels avaient conçu la sélection autour de conversations de salon et de danses orchestrées. Caden avait discrètement ajouté la réunion sur la gestion du domaine à 7 heures du matin, estimant que toute femme prête à se présenter dans une salle de réunion à 7 heures, le 2e jour d'un événement social, était au moins intéressée par autre chose que d'être admirée. 11 candidates vinrent. Il ne s'attendait pas à 11. Il en avait, en privé, attendu 3. Parmi les 11 se trouvait Cattleya Moran, qui arriva précisément à l'heure avec un petit carnet et s'assit au bout de la table, ressemblant à quelqu'un qui avait assisté à de nombreuses réunions matinales et les trouvait tout à fait normales. La réunion couvrait 3 sujets: la baisse des revenus locatifs des fermes de Westfield, l'expansion proposée du travail éducatif de la fondation caritative Conrad dans le Yorkshire et les besoins de réparation structurelle du domaine de Hartgrove lui-même, qui avait été partiellement reporté pendant 2 saisons. Caden présenta chaque sujet brièvement, puis demanda des réponses. La plupart des candidats donnèrent des réponses bien répétées sur l'importance d'une bonne gestion et les obligations caritatives de l'aristocratie. Cattleya Moran écouta le problème des fermes en location pendant environ 90 secondes. Puis elle dit « Puis-je poser une question ?»« Je vous en prie, » dit Caden. « Les fermes de Westfield, la baisse des revenus, est-ce la terre ou les conditions du bail? » Caden la regarda. « Les conditions du bail sont actuellement fixées à un taux établi en 1871, dit-il. Il y a 13 ans. Oui, dit Ott, et les conditions n'ont pas été revues. Non. Elle regarda la table un instant, réfléchissant. Alors le problème ne vient pas des locataires, dit-elle. Ce sont les conditions. S'ils paient encore les tarifs de 1871, alors que tout, du grain pour le bétail, au coût de la main-d'œuvre, a augmenté, vous ne perdez pas de revenus parce que les fermes sont moins productives. Vous perdez des revenus
Parce que l'arrangement a été conçu pour une économie différente. Les locataires ne peuvent pas améliorer la terre s'ils ne peuvent pas se permettre de la cultiver de manière rentable. Il y eut un court silence. « Que suggéreriez-vous » demanda Caden. « Une révision négociée. Pas nécessairement une réduction, mais une restructuration qui tient compte des coûts actuels. Vous gardez des locataires fiables. Ils gardent des fermes fonctionnelles. Les deux parties y gagnent plus que ce que l'une ou l'autre ne perd. » Jason Holt, assis au coin de la table, prit une toute petite note. Caden la regardait. Elle regardait de nouveau la table, vérifiant son carnet, pensant clairement déjà au problème suivant, comme si elle venait simplement de répondre à une question et était passée à autre chose, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Il se sentit déraisonnablement satisfait de cela. L'examen caritatif de l'après-midi consistait à visiter le village des locataires du domaine de Hardgrove, un groupe de 12 fermes familiales à environ 1 mile à l'est du manoir. Plusieurs candidates arrivèrent dans leurs meilleures bottes de marche et passèrent la visite à avoir l'air décorative. Cattleya Moran arriva dans ses deuxièmes meilleures bottes, parla directement à chaque femme de fermier qu'elle rencontra, prit 3 pages de notes et à un moment donné disparut dans une grange pendant 15 minutes parce que, comme elle l'expliqua ensuite, un garçon d'écurie nommé Ben avait une coupure infectée à la main qui n'avait pas été correctement soignée. Elle avait besoin d'être nettoyée et pansée, dit-elle lorsque Caden la trouva sortant de la grange avec un ourlet légèrement taché d'herbe. Cela aurait été bien pire demain. Nous avons un médecin de domaine. Il était de l'autre côté de la propriété. Ben avait travaillé malgré la douleur toute la matinée. Caden regarda sa main. Son gant était taché. Elle avait clairement utilisé une partie de celui-ci pour nettoyer la blessure du garçon. « Ce sont vos bons gants, » dit-il. « Il l'était, » admit-elle. Il ne dit rien pendant un moment. « Vous êtes soit la personne la plus naturellement compatissante que j'ai rencontrée depuis plusieurs années, » dit-il. « Soit vous avez été très bien coaché. » Elle le regarda fixement. « Je n'ai jamais été coaché pour quoi que ce soit dans ma vie, votre grâce, » dit-elle. Ma belle-mère considérait que dépenser de l'argent pour mon éducation était un gaspillage d'efforts. Cela sortit de manière factuelle, sans amertume, sans aucune demande de sympathie, simplement comme une information sur le paysage de sa vie. Il garda son expression contrôlée. Cela demanda un certain effort. Ils retournèrent vers le manoir. « Comment avez-vous appris les principes de gestion de domaine que vous avez décrits ce matin » demanda-t-il. « Les livres de comptes de mon père, » dit-elle. « J'ai géré les comptes du ménage à partir de l'âge de 14 ans. J'ai fait des erreurs au début. J'ai arrêté d'en faire. Et l'analyse du drainage agricole, la revue agricole du Hampshire. Il la publiait trimestriellement à la bibliothèque de près de Newbury. J'y allais le mardi, quand mes demi-sœurs assistaient à leurs leçons de français et n'avaient besoin de moi pour rien. Il la regarda. Elle observait un faucon traverser le champ à leur droite. « Les mardis à la bibliothèque de près, » dit-il. « Chaque mardi pendant 4 ans. » Ils marchèrent en silence comparable pendant un moment. Puis il dit, « Je devrais vous dire quelque chose, votre grâce. J'ai ajouté votre nom à la liste des candidates le lendemain de notre rencontre. Vous n'y étiez pas à l'origine. » Elle s'arrêta de marcher. Il s'arrêta aussi. « Pourquoi » demanda-t-elle. Il y réfléchit. « Parce que vous vous êtes excusé d'avoir été blessé, » dit-il, « et je voulais savoir pourquoi. » Elle resta silencieuse un moment. « Avez-vous trouvé » demanda-t-elle. « Je suis encore en train de chercher, » dit-il. La soirée mondaine dans le salon fut le moment que Reese Moran choisit pour agir. Elle avait passé l'après-midi à se préparer. Elle avait un talent pour les histoires. Plus précisément, elle avait un talent pour les histoires qui étaient pour la plupart vraies, stratégiquement incomplètes et impossibles à réfuter rapidement. Elle circula dans le salon en racontant à des personnes choisies que sa pauvre demi-sœur avait toujours lutté contre des épisodes d'instabilité, que la famille s'inquiétait, qu'on détestait dire du mal, mais que l'honnêteté était un devoir, que le duc était terriblement gentil de l'inclure, naturellement, mais que toutes les personnes présentes comprenaient sûrement qu'un certain type de femme pouvait confondre la gentillesse avec autre chose. En 40 minutes, 3 mères avaient entendu l'histoire. En 1 heure, 7 candidates en avaient entendu une version. Reese trouva le coin de la pièce où se tenait Dorothy. « C'est fait », murmura-t-elle. Dorothy parut satisfaite. « Elle ne survivra pas au 3e jour, » dit Dorothy. Elles ne remarquèrent pas le majordome de Caden Conrad,
un homme discret nommé Monsieur Carson Reed, se tenant à précisément 4 pieds derrière elle, arrivait dans le coin de la pièce pour vérifier la disposition des bougies du soir. Monsieur Reed avait servi la maison Conrad pendant 19 ans. Il avait développé, au fil du temps, une mémoire exceptionnellement fiable. Il prit une note mentale, puis il alla vérifier les bougies. Le 3e jour apporta la pluie, une pluie lourde et continue du Hampshire qui arriva à 4 heures du matin et ne montra aucun intérêt à partir. Les activités extérieures furent annulées, le programme intérieur fut réorganisé et Rhys Moran, se réveillant sous un ciel gris, décida qu'attendre n'était plus une stratégie qu'elle pouvait se permettre. La campagne de rumeurs n'avait pas produit les résultats rapides qu'elle avait prévus. Le duc avait été vu parlant avec Cattleya au petit-déjeuner, à la bibliothèque, de nouveau à la bibliothèque, et une fois dans le couloir est, discutant apparemment de quelque chose dans les registres du domaine pendant 45 minutes. 45 minutes, avec un registre de domaine. Rhys avait passé 4 ans à se produire pour des hommes dans des salons et n'avait jamais retenu l'attention d'un homme pendant 45 minutes consécutives de sa vie. Elle alla à sa malle de voyage. Au fond, sous 3 couches de jupons, se trouvait un petit paquet enveloppé dans du papier brun. Des lettres falsifiées, pour être précis. Elle les avait écrites elle-même au cours des 2 derniers mois, modifiant soigneusement son écriture pour imiter la voix de divers serviteurs et commerçants, détaillant une histoire de Cattleya Moran étant malhonnête avec les comptes du ménage, manipulatrice avec les employeurs, et encline à s'attacher à des hommes riches sous de faux prétextes. Elle avait payé un homme à Londres 3 livres et 10 shillings pour les recopier d'une main plus nette. Elle les apporta à Dorothy. « Ce soir, dit-elle, le bal final. »« En es-tu certaine ?» demanda Dorothy. Rhys pensa au registre du domaine. « Oui, dit-elle. Le 4e et dernier jour arriva avec le genre de lumière claire et dorée que le Hampshire produit après de fortes pluies, comme pour s'excuser. La grande salle de bal du manoir Hardgrove était magnifique. 312 bougies, 2 énormes lustres en cristal importés de France, 400 pieds carrés de parquet en chêne poli, des fleurs fraîches des jardins du domaine garnissant chaque rebord de fenêtre. L'orchestre était arrivé de Londres la veille au soir. Les invités arrivèrent dans leurs plus beaux atours. Des bijoux qui avaient survécu à 3 générations d'héritage, des robes qui avaient coûté entre 40 et 200 livres, des coiffures qui avaient nécessité 2 heures et au moins une crise mineure. Cattleya portait une robe vert foncé. Elle n'était pas neuve. Elle avait appartenu à sa mère, retouchée 2 fois au fil des ans à mesure qu'elle grandissait. Mais le vert s'accordait avec ses yeux gris d'une manière qui faisait que plusieurs personnes la regardaient à 2 fois. Et la coupe, plus simple que tout ce qui se trouvait dans la pièce, lui allait d'une manière que les robes chères vont rarement à quiconque. Le bal se déroula magnifiquement pendant ces 2 premières heures. Caden dansa avec plusieurs candidates, comme le protocole l'exigeait. Il était correct, attentif, et clairement ailleurs dans ses pensées, un fait que sa partenaire de danse principale, une charmante jeune femme nommée Mademoiselle Emery Wheeler, nota avec bonne humeur. « Vous êtes très gentil, votre grâce », lui dit-elle pendant une pause dans la musique. « Mais je soupçonne que votre esprit est de l'autre côté de la pièce. » Il la regarda. Elle sourit. « Je n'ai aucune rancune, dit-elle. Je trouve ça plutôt charmant, en fait. » Il dansa avec Cattleya à 9 heures. La valse dura 3 minutes et 40 secondes. Aucun des deux ne compta. Ils parlèrent pendant la majeure partie, ce qui n'était pas techniquement correct, mais l'orchestre était accommodant et les autres danseurs leur laissèrent un rayon confortable. « J'ai réfléchi aux conditions de location de Westfield, » dit-elle. « Vraiment ? Il y a une réforme comparable qui a été mise en œuvre dans les domaines du Lincolnshire à la fin de 1879. J'ai lu à ce sujet dans la revue agricole. Elle a produit une augmentation de 14% des revenus en 18 mois. Il la guida dans un tour. « Votre grâce, nous sommes à un bal. J'en suis consciente. La plupart des gens parlent du temps au bal. La plupart des gens trouvent le temps ennuyeux, dit-elle. Il a plu pendant 3 jours. Nous sommes tous au courant du temps qu'il fait. » Il sentit quelque chose se passer dans sa poitrine. Incommode et spécifique, comme une porte s'ouvrant quelque part, où il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une porte. Il ne s'en occupa pas. Il le classa. Il se concentra sur la danse. C'est à 9h20, alors que l'orchestre jouait un quadrille, que Rhys Moran s'avança
au centre de la salle de bal. Elle tenait les lettres. Elle portait sa plus belle soie rose. Sa voix, lorsqu'elle commença à parler, était parfaitement modulée pour porter à travers la pièce, sans paraître crier. « Je dois m'excuser auprès de cette assemblée, » dit-elle, « pour quelque chose qui concerne l'intégrité de cette sélection. » La musique ralentit, puis s'arrêta. « Il est venu à ma douloureuse attention, » continua Reese, sa voix tremblant exactement aux bons endroits, qu'une candidate parmi nous a un passé de malhonnêteté avec des employeurs domestiques, de s'attacher à des ménages riches et de manipuler la bonne volonté de ceux qui l'entourent. J'ai des lettres de 3 parties distinctes, documentant un schéma que je ne peux, en bonne conscience, cacher au duc de Westminster, qui ne mérite que des femmes honnêtes, concourant pour l'honneur de sa considération. La pièce était très silencieuse. Cattleya se tenait près de la fenêtre sud. Elle était devenue complètement immobile, non pas par surprise, mais par quelque chose de plus ancien et de plus lourd que la surprise. Ce sentiment, cette sorte de chute particulière. Elle le connaissait. Elle l'avait déjà ressenti. Chaque fois qu'elle avait cru, brièvement, que les choses pourraient être différentes, pour ensuite découvrir qu'elles étaient exactement les mêmes. Reese se tourna et la regarda directement. « La candidate en question, dit-elle clairement, est mademoiselle Cattleya Moran, ma demi-sœur. » Des murmures balayèrent la pièce. Dorothy s'avança pour tendre les lettres à Reese. Le geste était théâtral. Il était censé paraître définitif. Monsieur Carson Reed, le majordome de Caden, s'avança à sa place. « Votre grâce, » dit-il directement à Caden, qui se tenait à 12 pieds de là avec une expression totalement illisible. « J'ai vu ces lettres être sorties de la malle de voyage de mademoiselle Reese Moran cet après-midi, où elles étaient rangées sous ses jupons. J'ai également été témoin, il y a 2 soirs, de mademoiselle Reese Moran et mademoiselle Dorothy Moran, racontant à d'autres invités que mademoiselle Cattleya Moran souffrait d'épisodes d'instabilité, ce fut le mot utilisé. Il fit une pause. J'ai de plus été témoin, le matin du premier jour, de mademoiselle Reese Moran et mademoiselle Dorothy Moran dans le boudoir de l'aile est. Mademoiselle Reese Moran portait des gants de cuir épais. Elle a tendu un pot en laiton à mademoiselle Dorothy Moran. J'ai entendu le cri depuis le couloir. La pièce devint si silencieuse qu'on pouvait entendre les bougies vaciller. Le visage de Reese devint blanc. Dorothy émit un petit son. « De plus, » dit Jason Holt, qui s'était avancé de sa position près du mur est, « j'ai pris la liberté, sur instruction préalable de sa grâce, d'examiner la documentation que mademoiselle Moran a apportée à cette élection. Une copie de l'acte de fiducie de sa défunte mère, signé par le notaire de la famille Moran en 1875. La valeur initiale de la fiducie était de 2040 livres, désignée spécifiquement pour mademoiselle Cattleya Moran à son 21e anniversaire. Elle a eu 21 ans il y a 14 mois. Il fit une pause. Le compte de la fiducie a été vidé 3 ans auparavant. Une deuxième vague de murmures, plus forte cette fois. Reese parlait, disant quelque chose sur des malentendus et des caractérisations injustes et la difficulté de gérer une situation familiale compliquée. Personne ne l'écoutait. Cattleya n'entendit rien de tout cela. Elle se tenait près de la fenêtre sud, la main posée à plat contre le mur à côté d'elle, parce que la pièce était devenue légèrement instable et qu'elle avait besoin de quelque chose qui ne bougeait pas. Elle n'allait pas pleurer. Elle refusait. Pas ici, pas devant 400 personnes. Pas au milieu d'une salle de bal où elle avait passé les 4 derniers jours à essayer très fort d'être invisible. Elle le sentit monter quand même, la pression derrière ses yeux, le serrement à la base de sa gorge. Elle était sur le point de perdre la bataille. Puis quelque chose se posa sur ses épaules. Lourd, sombre, chaud. Elle baissa les yeux. C'était une cape, du velours sombre, le noir le plus profond et le plus riche qu'elle ait jamais vu. Le long du bord du col, brodé de fils d'argent, se trouvait le blason ducal de Westminster. Elle se tourna. Caden Conrad se tenait derrière elle. Il avait retiré sa propre cape et l'avait placée sur ses épaules. Sans explication, sans cérémonie, simplement, définitivement, comme un homme plante un drapeau. La salle de bal était devenue complètement silencieuse. Même les gens qui chuchotaient s'étaient tus. Chaque aristocrate dans la pièce regardait la cape. Chaque aristocrate dans la pièce comprenait. Dans la société victorienne,
Un duc plaçant sa cape personnelle sur une femme en public ne signifiait qu'une seule et unique chose. Il ne protégeait pas sa réputation. Il déclarait la sienne. Caden se tourna pour faire face à la salle. Sa voix, quand elle vint, n'était pas élevée. Elle n'en avait pas besoin. L'Angleterre a de nombreuses traditions, dit-il. Certaines valent la peine d'être conservées. L'une d'elles est celle-ci. Un titre est hérité. Une fortune peut être faite ou perdue. Une réputation peut être construite par quiconque a assez de patience et une réserve suffisante de mensonges. Il fit une pause. Mais le caractère, le véritable caractère, est démontré, non déclaré, non joué, démontré dans les petits moments où personne d'important ne regarde. Il regarda Catalia. Si vous souhaitez savoir quelle femme dans cette pièce possède le caractère d'une duchesse de Westminster, regardez la femme qui porte ma cape. Il s'arrêta. La pièce était entièrement immobile. Je la connais maintenant, dit Caden, et cela est suffisant. Il se retourna vers Catalia. Elle le regardait avec une expression qu'il ne pouvait pas entièrement classifier. Pas de la gratitude exactement. Quelque chose de plus stable que la gratitude. Comme quelqu'un qui était resté dans le noir pendant très longtemps et venait de voir, enfin, la forme d'une lumière. Derrière eux, quelque part dans la foule, Rhys Moran disait que c'était très irrégulier. Elle avait raison. C'était entièrement irrégulier. Personne ne s'en souciait. Cela prit 11 jours. 11 jours entre la nuit du bal de Westminster et le matin où Caden Conrad se présenta à la maison de ville de la famille Moran à Kensington, Londres, et demanda formellement la permission de courtiser Mademoiselle Catalia Moran. Philip Moran, qui était rentré d'un voyage d'affaires pour trouver sa maison, au milieu d'une catastrophe sociale qui avait apparemment commencé dans un domaine du Hampshire et s'était étendue dans les journaux, se tenait dans son propre hall d'entrée lorsque le duc de Westminster frappa à sa porte à 10 heures du matin. Il ouvrit lui-même car son majordome était parti chercher l'édition du matin. Il trouva un homme très grand dans un manteau très sombre. « Monsieur Moran, dit Caden, mon nom est Caden Conrad. Je crois que nous avons quelque chose à discuter concernant votre fille. » Philip Moran déglutit. « Oui, dit-il. Oui, veuillez entrer. » Ils parlèrent pendant 2 heures. À la fin, Philip Moran avait accepté une cour formelle, fourni un compte-rendu complet des fonds de la fiducie détournée, et était assis dans sa propre bibliothèque, ressemblant à un homme revoyant 17 ans de décision sur laquelle de ses filles méritait son attention, et arrivant à des conclusions inconfortables. Catalia, convoquée de l'étage où elle relisait un projet de lettre au notaire de la famille concernant son héritage, arriva sur le seuil de la bibliothèque pour trouver son père fixant la cheminée et le duc de Westminster assis dans le fauteuil de lecture, son chapeau à la main. « Mademoiselle Moran, dit Caden. « Votre grâce, dit-elle, très prudemment. J'ai parlé avec votre père. Je demande la permission de vous courtiser formellement, ce qu'il a accordé. Je vous demande également de considérer cette possibilité. » Il fit une pause. « Je suis conscient que les événements des 2 dernières semaines ont été perturbants. Je suis conscient que ma méthode pour me déclarer était quelque peu irrégulière. Si vous souhaitez me dire que j'ai été présomptueux, j'accepterai la critique. » Catalia le regarda. Elle regarda son père. Son père fixait toujours la cheminée. Elle regarda de nouveau Caden. « Vous avez mis votre cape sur moi devant 400 personnes, dit-elle. Je l'ai fait, sans demander. J'agissais sous une certaine pression de temps. » Elle serra les lèvres. « Très fort. Votre grâce, dit-elle, quand elle se sentit capable de parler. J'accepte la cour. » Il expira. Un souffle. Une petite expiration contrôlée qui lui dit, clairement, qu'il n'avait pas été entièrement certain de sa réponse. Elle trouva cela plus rassurant que tout ce qu'il aurait pu dire. La cour dura 8 semaines. Caden fit sa demande dans la bibliothèque du manoir Hardgrove, qui était, comme il le souligna, l'endroit où ils avaient eu la plupart de leurs conversations de toute façon. Elle accepta. Le mariage eut lieu un samedi d'octobre 1884 à l'église Saint George à Hanover Square, Londres. Il coûta, entre les fleurs, le petit déjeuner, la gestion des invités et la soie sur laquelle la gouvernante en chef de Caden insista absolument, environ 900 livres. Chaque siège était occupé. Les journaux en parlèrent pendant 3 jours. Les serviteurs de la maison Conrad, qui avaient placé et gagné un total combiné de 37 shillings de salaire au cours des mois précédents, célébrèrent en privé dans la cuisine ce soir-là avec des quantités exceptionnelles de bons gâteaux.
Leighton Jarvis assista au mariage au fond de l'église et utilisa un seul mouchoir soigneusement plié, ce qu'il nierait jusqu'à son dernier jour. Reese et Dorothy Moran ne furent pas invités. Les premiers mois à Westminster House, la résidence principale des Conrad à Londres sur Park Lane, furent exactement ce à quoi Cattleya s'était attendu. Écrasant. Instructions et protocoles, des calendriers sociaux, s'étendant sur 9 semaines à l'avance. 34 membres du personnel domestique dont il fallait apprendre les noms. Des fondations caritatives nécessitant une gestion. Une pile de correspondances qui arrivait chaque matin et ne s'excusait pas de son volume. Elle aborda cela comme elle avait abordé les comptes du ménage Moran à 14 ans. Elle fit des erreurs. Elle arrêta d'en faire. Caden l'observait. Il aidait quand elle demandait. Il restait à l'écart quand elle ne le faisait pas. Il apprit au cours du premier mois qu'elle était capable de bien plus qu'il ne l'avait su lors de la sélection, et que ce n'était probablement que le début des choses qu'il ne savait pas encore sur elle. Il trouva ce fait entièrement satisfaisant. Il le dit à Leighton un matin en examinant la correspondance. « Elle a réorganisé le système de correspondance caritative, dit-il. Il est maintenant 40% plus efficace. J'utilise ce système depuis 6 ans. Oui, votre grâce, dit Leighton. Elle l'a fait en 4 jours. Oui, votre grâce. Sans qu'on le lui demande. Oui, votre grâce. Caden le regarda. Vous êtes insupportablement peu surpris par cela, Leighton. J'ai placé un pari lors de la sélection. Votre grâce, dit Leighton. Je me sens quelque peu justifié. Caden le dévisagea. Vous avez placé un pari sur ma cour. Cela semblait un investissement raisonnable, votre grâce. Vous avez placé un pari, répéta lentement Caden. Sur ma cour. 3 shillings, votre grâce, que j'ai depuis donné au Fonds pour l'éducation du Yorkshire, dans un esprit de discrétion approprié. Oui, votre grâce, dit Leighton, et il partit avec le sang-froid d'un homme qui allait trouver cela très drôle plus tard. Leur premier enfant naquit à l'automne de 1885. Un garçon, 7 livres et 4 onces, cheveux sombres comme son père, yeux gris comme sa mère. Caden le tint pendant environ 45 secondes avant que Caitlin n'observe, depuis son lit, que le duc de Westminster, qui négociait des contrats ferroviaires, gérait 3 domaines et était craint au Parlement pour son approche médico-légale du débat, faisait la tête spécifique d'un homme qui venait de découvrir quelque chose nécessitant une toute nouvelle catégorie de sentiments. Il la regarda par-dessus la tête du bébé. « Je suis parfaitement calme, dit-il. Vous ne l'êtes absolument pas, dit-elle. Je suis toujours calme. Caden, vous pleurez. » Une pause. « Non, dit-il, avec une grande dignité, tout en faisant très clairement exactement cela. » Elle sourit. C'était le sourire qu'elle avait gardé pour quelque chose d'exactement aussi bon. Ils nommèrent le garçon Robert Leighton Conrad. Leighton Jarvis, en étant informé du deuxième prénom, s'excusa du bureau pour vérifier quelque chose dans le couloir est et ne fut pas revu pendant environ 7 minutes. Personne n'en fit mention. Une fille arriva en 1887. Un deuxième fils en 1889. Westminster House, qui avait auparavant fonctionné avec le calme efficace d'une institution bien gérée, se transforma en quelque chose de plus compliqué et de considérablement plus bruyant. De petites chaussures apparurent dans les couloirs. Des nourrices circulaient avec les expressions harassées de personnes gérant plus que ce qu'elles avaient accepté de gérer. Caden rentra du Parlement un soir de novembre pour trouver sa fille, âgée de 2 ans, assise en haut de l'escalier principal, portant un de ses chapeaux. « Elle l'a trouvée dans le bureau », dit Cattleya depuis le couloir en bas, où elle tentait de paraître sérieuse. « C'est mon meilleur chapeau », dit Caden. Sa fille le regarda à travers le bord. Elle le garda. Il s'assit sur la marche à côté d'elle. Il ne reprit pas le chapeau. Cattleya renonça à être sérieuse. Les domaines Conrad prospérèrent sous leur gestion conjointe. Les conditions de location des fermes de Westfield furent renégociées au printemps de 1886, suivant le modèle que Cattleya avait décrit lors de la réunion matinale pendant la sélection. Les revenus locatifs augmentèrent de 11% la première année et de 16% la deuxième. 3 familles de locataires qui prévoyaient discrètement de partir restèrent. 2 familles supplémentaires postulèrent pour des fermes disponibles. La Fondation pour l'éducation du Yorkshire étendit son travail pour inclure 3 nouvelles écoles en 1888, desservant environ 420 enfants au total. La Fondation caritative de Cattleya
établi sous sa propre direction en 1886 et capitalisé avec son héritage récupéré plus une contribution équivalente de Caden, se concentra spécifiquement sur le soutien aux femmes et aux enfants dans les ménages, avec des protections légales inadéquates. Elle la nomma la Fondation Reed, d'après sa mère. En 1890, elle finançait une aide juridique pour 43 cas par an. Rees et Dorothy Moran, pendant ce temps, avaient quitté Londres. Les retombées sociales du bal de Westminster avaient été rapides et, pour ceux qui connaissaient la société victorienne, entièrement prévisibles. Personne d'important ne voulait être vu en train d'être amical avec les femmes qui avaient versé de l'huile chaude sur la duchesse de Westminster. Rees avait tenté une réconciliation par des intermédiaires à 2 reprises. Les 2 tentatives avaient été poliment déclinées avec une note du secrétaire de la duchesse. Dorothy avait finalement épousé un marchand modérément prospère à Bristol. Rees avait déménagé à la campagne dans le Wiltshire. Aucune n'avait atteint ce qu'elle avait prévu lors de la sélection de l'épouse. Aucune n'avait le statut social qu'elle s'attendait à avoir à 30 ans. Aucune n'avait, pourrait-on dire, vraiment compris, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, que les qualités qu'elles avaient essayé de détruire chez leur demi-sœur étaient exactement les qualités qui construisent une vie durable. Caden mentionna cette observation à Catalia, un soir après le dîner. Elle le regarda par-dessus son verre de vin. « Vous sentez-vous philosophe ce soir ?» demanda-t-elle. « Je considère l'élégance de la situation, » dit-il. « Elles vous ont versé de l'huile chaude pour vous empêcher d'être remarquée. L'huile chaude a été la première chose que j'ai remarquée. » Elle resta silencieuse un moment. « Vous êtes la seule personne en Angleterre, dit-elle, qui trouve ça drôle. »« Ce n'est pas drôle, dit-il. C'est structurellement parfait. » Elle posa son verre. « Structurellement parfait ?» répéta-t-elle. « Comme une tragédie grecque, mais avec une meilleure fin. » Elle le regarda pendant un long moment. « Je vous aime, dit-elle, malgré le fait que vous venez de comparer mon agression à une structure dramatique grecque. J'apprécie la distinction, dit-il. Elle lui lança un petit pain. Il l'attrapa. C'était aussi structurellement parfait à sa manière. 8 ans. C'était le temps qui s'était écoulé depuis le matin dans le boudoir du manoir Hardgrove. C'était en juin 1892. Le gala caritatif annuel des Conrad se tenait chaque été à Westminster House. Cette année, 412 invités y assistaient. La soirée commença par un dîner formel et se poursuivit par un programme de discours, de spectacles et de présentations caritatives. Le rapport annuel de la Fondation Reed fut présenté à 9 heures. Il couvrait 61 cas actifs et 3 nouvelles écoles. Le Fonds pour l'éducation du Yorkshire rapporta 308 élèves inscrits, un nombre qui aurait été totalement inimaginable lorsque Caden avait hérité des domaines. Catalia se tenait près de l'entrée du jardin de la salle de bal de Westminster House. 30 ans maintenant, les cheveux sombres toujours soigneusement épinglés, des yeux gris qui étaient devenus un peu meilleurs pour cacher ce qu'elle pensait, bien que pas, comme Caden le soulignait régulièrement, aussi bon qu'elle le croyait. Elle portait une robe bleu foncé ce soir, simple, bien faite. Les boucles d'oreilles en saphir avaient été un cadeau à l'occasion de la naissance de Robert. Autour de la pièce, elle pouvait voir l'architecture d'une vie qui la surprenait encore parfois lorsqu'elle s'arrêtait pour la regarder directement. Robert, qui avait 7 ans, avait été autorisé à assister à la première heure du dîner avant d'être emmené par sa nounou et remplacé par l'expression d'un enfant qui considérait cet arrangement profondément injuste. Sa sœur, Sarai, âgée de 5 ans, avait assisté à ces 30 premières minutes du dîner formel en s'asseyant à côté de son père avec la posture de quelqu'un à qui on avait dit de bien se comporter et qui avait l'intention de démontrer qu'elle le pouvait. Elle avait, en grande partie, réussi. L'enfant de 3 ans n'avait pas assisté au dîner parce que l'enfant de 3 ans avait appris le mot « non » il y a 4 mois et l'utilisait comme un système philosophique complet. Leighton Jarvis se tenait près de l'entrée est, plus âgé maintenant, quelques rides de plus au coin des yeux, toujours impeccablement vêtu, écrivant toujours des choses dans un carnet. Le Dr. Rory Fletcher, le médecin qui avait soigné son épaule le premier jour au manoir Hardgrove, était près de la table de la Fondation, parlant avec la directrice juridique de la Fondation Reed, mademoiselle Emery Wheeler, qui avait dansé avec Caden au bal et avait correctement observé que son attention était de l'autre côté de la pièce. Elle était ici en tant que membre du conseil d'administration de la Fondation pour l'éducation du Yorkshire. Elle s'était mariée l'année précédente.
Elle croisa le regard de Caitlin à travers la pièce et sourit chaleureusement. Caden apparut à son épaule. Elle le sut avant de se retourner, car elle le savait toujours. « Vous êtes debout ici depuis 12 minutes, dit-il. « Je pensais, dit-elle. « À quoi ?» Elle regarda la pièce. « À quel point c'est étrange, dit-elle. « Tout ça. » Il se tint à côté d'elle. « Étrange comment ?»« Quand j'étais assise sur cet escalier de service, dit-elle. Avec la brûlure sur mon épaule et la robe ruinée et le pot en laiton qui roulait encore sur le sol, je pensais à comment retoucher la robe en laine bleue assez rapidement pour être présentable. C'est tout ce à quoi je pensais. Je ne pensais à rien au-delà de ce jour-là. Et maintenant, elle resta silencieuse un moment. Maintenant, je pense à quelle école ouvrir ensuite, dit-elle. Et si le tuteur de français de Robert est réellement efficace, ou simplement très enthousiaste? Et si l'expansion du drainage de Westfield sera terminée avant l'hiver? Et d'autres choses. Quelles autres choses? Elle le regarda. Vous, principalement. Un coin de sa bouche bougea. Principalement, dit-il. Après le drainage. Je suis profondément honoré. Elle sourit. Puis elle dit. Je ne vous ai jamais remercié pour la cape. Il la regarda. Je le pense vraiment, dit-elle. J'y ai pensé de nombreuses fois, et je ne l'ai jamais dit directement. Ce que vous avez fait cette nuit-là, vous n'étiez pas obligé. Si, j'étais obligé. Non, vous auriez pu gérer ça différemment, discrètement. Vous avez choisi de le faire publiquement. Oui, dit-il. Pourquoi? Il resta silencieux un moment. Parce qu'elles ont essayé de vous faire disparaître, dit-il. Discrètement n'aurait pas été suffisant. Elle le regarda pendant un long moment. Caitlin, vous êtes parfois un homme plutôt bon. Parfois, dit-il. La plupart du temps, corrigea-t-elle. C'est nettement mieux. Il plongea la main dans la poche intérieure de son habit de soirée. Il en sortit un morceau de tissu plié, du velours sombre, très soigneusement conservé. Le blason ducal de Westminster, brodé le long du col, en fil d'argent, la cape de Westminster. Elle la regarda. « Je l'ai fait restaurer le mois dernier, dit-il. Elle était dans le débarras de l'aile est. J'ai pensé que vous la voudriez peut-être. » Elle la prit. Elle la tint dans ses deux mains pendant un moment. « Vous m'avez dit cette nuit-là, dit-elle, que vous vous teniez simplement à mes côtés. Je l'ai dit. Est-ce toujours votre position? » Il posa sa main sur la sienne. « Ça a toujours été ma position, dit-il. Vous avez fait toutes les choses difficiles vous-même. Je me suis seulement assuré que les gens puissent vous voir le faire. » De quelque part au-delà des portes du jardin, on pouvait entendre des voix d'enfants. Robert, semblait-il, s'était échappé de la nursery. Sa sœur était derrière lui. Tous deux couraient dans les jardins de Westminster, sous la lumière du soir de juin. Sarah riait. Robert affirmait bruyamment qu'il avait gagné la course qu'il faisait. Sarah n'était pas d'accord. L'enfant de 3 ans, qui était apparu sur le seuil du jardin et avait dit non à plein poumon, ce qui ne semblait rien régler, mais ajoutait considérablement à l'atmosphère. Caden regarda le jardin. Il regarda Catalia. Elle se dirigeait déjà vers la porte. Il la suivit. Dans la salle de bal derrière eux, 400 invités discutaient de fondations, d'écoles, de réformes agricoles et du travail caritatif de la duchesse de Westminster, qui était arrivée, comme tout le monde connaissait l'histoire maintenant, de nulle part en particulier, d'un escalier de service dans le Hampshire, d'une épaule brûlée et d'une robe ruinée, et de 2 sœurs qui avaient été certaines que la cruauté était une armure suffisante contre les conséquences. Elles avaient eu tort. La cruauté a une vue terrible. Elle ne voit jamais les conséquences arriver. La famille Conrad marchait dans les jardins de Westminster sous la dernière lumière du soir de juin. Robert se disputait toujours. Sarah riait toujours. L'enfant de 3 ans avait trouvé un bâton. Personne ne savait ce qu'il avait l'intention d'en faire. Catalia portait la cape de Westminster sur son bras, la même cape qui avait changé une salle de bal, la même cape qui avait changé une vie. Caden marchait à côté d'elle, assez près pour que leurs mains se frôlent à chaque pas. Personne ne les regardait. Ils n'avaient pas besoin que quelqu'un les regarde. Ils avaient toujours été le plus eux-mêmes quand personne ne regardait. C'était, en fin de compte, toute l'histoire. 2 sœurs avaient versé de l'huile chaude sur une femme pour la faire disparaître. Elles l'avaient plutôt livrée à une vie plus grande que tout ce qu'elles avaient jamais voulu pour elles-mêmes. L'Angleterre s'en souvint pendant des décennies. Les Moran ne comprirent jamais vraiment pourquoi. La duchesse de Westminster ne prit jamais la peine d'expliquer. Elle avait une école à ouvrir dans le Yorkshire, une fondation à diriger,
3 enfants qui avaient besoin de souper, et un mari qui avait un jour posé sa cape sur ses épaules et avait discrètement tout réarrangé. Elle avait assez, elle avait plus qu'assez, elle avait tout.